La disponibilité et l'avenir des ressources minières sont au cœur de nombreux enjeux cruciaux. Essentiels à notre quotidien et à la transition énergétique, ces ressources posent des questions stratégiques, écologiques et économiques majeures. La Belgique, avec son riche passé minier, illustre bien le contraste entre héritage et défis actuels. À l'échelle européenne, la forte dépendance à des pays comme la Chine ou la Russie pour l'approvisionnement en matières critiques met en lumière une véritable vulnérabilité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités qui vont nous partager leurs témoignages, leurs connaissances, leurs réflexions et leurs regards complémentaires pour échanger ensemble sur cette thématique et en décrypter les enjeux. Je suis Julie Louis du service de communication de l'Université de Liège. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Réflexion. Les ressources minières alimentent nos technologies, nos énergies renouvelables et nos industries. Ces ressources sont au centre des enjeux stratégiques et économiques mondiaux. Mais derrière leur importance se cachent aussi des défis majeurs liés à leur disponibilité, leur extraction et leur gestion durable. En mars 2024, l'Europe a adopté le Critical Raw Material Act, une réglementation européenne sur les matières premières critiques afin d'accroître et diversifier l'approvisionnement dans ces matières, mais aussi pour renforcer leur circularité, y compris leur recyclage, afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe sur ces matières. La Belgique a un riche passé minier, mais notre présent soulève de nombreuses questions. Comment exploiter de façon responsable les ressources disponibles ou quelles innovations pourraient transformer notre approche ? À l'échelle européenne, la dépendance à l'égard des pays tiers pour des matières premières critiques comme le lithium ou le cobalt est une source de vulnérabilité économique et géopolitique. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Marina Kabidosh, vous êtes ingénieure géologue spécialisée dans les ressources minérales. Vous êtes responsable scientifique de l'EuroGeoSurveys, une association européenne visant à coordonner les données et recherches géoscientifiques pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Vous êtes également secrétaire exécutive de l'European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, une plateforme européenne réunissant industrie, chercheurs et services géologiques pour développer des solutions innovantes et durables dans la gestion des ressources minérales. Éric Pirard, vous êtes ingénieur géologue et professeur et directeur du laboratoire de recherche GEM de l'Université de Liège. Vos recherches s'intéressent à l'exploitation durable et responsable des ressources minières. Vous êtes très impliqué dans le programme Reverse Metallurgy, une initiative stratégique belge lancée en 2015 pour développer des solutions innovantes dans le domaine de l'économie circulaire et du recyclage des métaux. Philippe Diarot, vous êtes géologue et êtes spécialisé dans les domaines liés à l'exploration minière, l'ingénierie et le développement d'entreprises. Vous avez occupé des postes de direction pour des projets internationaux et depuis 2017, vous êtes Senior Research Officer au sein du laboratoire GEM de l'Université de Liège. Marina Kabidosh, pourquoi les ressources minières sont-elles devenues un enjeu central aujourd'hui ? Donc, je pense d'abord qu'il est nécessaire en fait de préciser ce qu'on entend par ressources minières. Donc, il y a au moins 4 catégories qu'on peut décrire. Donc, la première, ça serait des matériaux de carrière, donc plutôt utilisés pour la construction, avec les roches ornementales notamment. Il y a les minerais métalliques, donc plutôt là où on va extraire les métaux. On a aussi tout ce qui est minéraux industriels. Donc, pour les minéraux industriels, ce qui est important, c'est qu'on en a besoin au quotidien. Donc, par exemple, la silice pour le verre, le pare-brise et aussi la fonderie, enfin, ce genre de choses. Donc, ça, on n'en a peut-être pas conscience, mais ça nous entoure au quotidien. Et on a aussi tout ce qui est minéral, mais énergétique. Donc, par exemple, l'uranium. Par rapport aux ressources minières, vous me posez la question de savoir pourquoi aujourd'hui c'est particulièrement important. On peut dire en fait que depuis l'âge de pierre, les ressources minérales sont au centre de notre vie et elles sont d'autant plus importantes aujourd'hui parce que nous en avons besoin pour notre transition énergétique, aussi pour nos besoins technologiques, numériques, par exemple les smartphones, les ordinateurs sans lesquels on ne peut plus rien faire quasiment aujourd'hui, et aussi par rapport à des besoins de croissance économique et aussi démographique, vu qu'aujourd'hui, on le sait, la population augmente, donc nos besoins en matière minérale augmentent aussi. Éric Pirard, on sait que la Belgique a un riche passé minier. Quelle est la situation actuelle de notre pays en termes de ressources minières ? Qu'est-ce qu'on y trouve encore ?
Alors, il y a encore 168 sites d'extraction en Belgique, ça peut surprendre, ce sont principalement des carrières de pierre, donc des agrégats pour faire des routes et pour la construction. On y trouve aussi des producteurs de chaux, des producteurs de sable, mais par contre, il n'y a plus aucune mine métallique. Donc, historiquement, nous avons des mines métalliques comme des mines de zinc dans l'est de la Belgique, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune exploitation de métaux. Et donc, la question se pose de savoir si un jour nous allons rouvrir des opérations de ce type-là. Est-ce que la Belgique a un potentiel inexploité pour des matières premières critiques ? Mais oui, bien sûr, c'est ça que je voulais amener. C'est-à-dire que nous avons un sous-sol qui est assez varié. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est un sous-sol qui a connu pas mal de vicissitudes géologiques. Donc, ça présente un bon potentiel pour y trouver des ressources métalliques. Alors, pas n'importe quoi. Ne venez pas chercher du platine. Ne venez pas chercher non plus sans doute du chrome. Mais par contre, des métaux comme le zinc, comme le plomb, comme le germanium qui est associé au zinc et au plomb, ce sont des métaux qui ont un fort potentiel dans notre sous-sol, mais je dis tout de suite qu'il faudrait explorer le sous-sol, on ne le connaît pas. Donc c'est un potentiel, il peut y avoir potentiellement ce type de ressources, mais si on ne fait pas d'exploration géologique, on n'avancera pas sur le sujet. Y en a-t-il de prévus ? Alors, pas que je sache, c'est-à-dire qu'ici, on va le dire sans doute dans le cadre du Critical Raw Materials Act, chaque pays est censé remettre un plan d'exploration, et donc la Wallonie, la Belgique plus largement, devraient réinvestir dans l'exploration du sous-sol, mais je n'ai pas encore connaissance de financements qui ont été débloqués pour ce faire. Alors Philippe Jarraud, en quoi le contexte belge finalement reflète les tendances plus larges en Europe ? Bien, il faut d'abord regarder l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on peut qualifier l'Europe en termes géologiques et en tout cas en termes d'exploitation à l'heure actuelle d'un noyau central et de régions périphériques. Ce noyau central, c'est nous, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Hollande. Et puis, on peut pointer 3 régions périphériques, la Scandinavie au nord, la péninsule ibérique au sud et les Balkans. Et là, il y a quand même des différences parce que dans ces 3 régions périphériques, il y a encore des mines en activité, des mines de métaux spécifiquement. Et il y a une acceptation sociale qui est plus présente, plus importante de ce type d'activité industrielle. Par contre, au centre, dans le noyau central de l'Europe, c'est plus difficile pour les mines métalliques. J'entends qu'il y a encore beaucoup de carrières en Belgique et c'est très bien, mais au niveau des mines métalliques, c'est plus compliqué. Et quels obstacles concrets limitent aujourd'hui les activités minières locales ? Le premier, c'est l'acceptation sociétale. C'est vraiment le premier. Après, il y a les autres obstacles concrets de tous les opérateurs miniers qu'on retrouve tout autour de la planète. Il y a l'obtention de permis, l'obtention de financement, accès à de la main-d'œuvre qualifiée, etc. Mais je crois que vraiment, en ce qui concerne notre région, c'est l'acceptation sociale. Marina Kabidosh, on vient de parler ici des pays un peu limitrophes à la Belgique. Quels sont les principaux pays producteurs de ressources minières en Europe, mais pour quelles matières ? Oui, donc comme le disait Philippe, on va parler particulièrement de tout ce qui est métallique. Donc il y aurait plutôt les pays du Nord, donc la Suède, la Finlande. La Suède possédant beaucoup de gisements de fer notamment. Finlande, il va y avoir du cuivre, du zinc, du chrome, ce genre d'éléments très importants aujourd'hui et qui rentrent dans ce qu'on appelle la Critical Raw Material List. Donc c'est tous ces éléments critiques qui vont être utilisés par les industries, mais aussi certains sont repris aussi dans ce qu'on appelle Strategic Raw Material. Donc ça, ce sont plutôt les éléments qui vont rentrer dans tout ce qui est défense ou alors haute technologie pour des satellites et autres, donc qui ont vraiment une importance stratégique pour l'Europe. Donc ça, on peut en trouver en Finlande. Il y a aussi la Pologne qui peut produire du cuivre notamment, l'Espagne qui fait du plomb, du zinc, de l'or aussi, même si c'est pas critique. On a la France, qu'on oublie souvent, mais il y a la Nouvelle-Calédonie qui produit du nickel. Donc ça aussi très important sur le marché mondial et européen. Et bien sûr, il y a aussi des pays autour de l'Union européenne, avec qui l'Union européenne a des accords. On peut retrouver la Serbie ou d'autres pays avec lesquels on pourrait avoir des accords. Si vous avez un peu connaissance de l'actualité, on parle aujourd'hui du Groenland, notamment par rapport au potentiel minier aussi. Donc ça, c'est un pays stratégique, donc qui dépend aujourd'hui du Danemark, mais on peut voir aussi que les ressources minérales sont des enjeux géopolitiques. Donc Éric Pirard, on l'entend, on sort un peu de l'Europe, on parle du Groenland ici, mais quelles sont vraiment les régions qui dominent aujourd'hui le marché mondial des ressources minières ? Alors bien sûr, ce n'est plus l'Europe qui domine, mais c'est quand même intéressant de se souvenir qu'il y a une centaine d'années, l'Europe était le leader en matière de production de cuivre et d'autres métaux notamment. Et puis progressivement, nous avons accepté une forme de désindustrialisation, c'est-à-dire nous avons d'abord souhaité que l'exploitation minière se fasse ailleurs. Nos propres entreprises ont été très contentes de trouver des ressources, d'abord dans le bassin méditerranéen et puis ensuite dans des
pays qui étaient à l'époque nos colonies. Et donc la situation d'aujourd'hui est une situation où on a vu migrer progressivement toute la chaîne de valeur, pas seulement l'extraction minière, mais aussi la transformation métallurgique et même la fabrication aujourd'hui dans d'autres régions du globe. Si vous me demandez de citer des pays qui sont miniers, qui ont une longue tradition minière, moi, les pays qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est l'Australie, c'est le Canada, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Chili, qui sont des pays qui ont une activité minière intense avec une forte exportation de ces matières. C'est pas tellement pour leur consommation propre. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un peu les statistiques mondiales aujourd'hui, la Chine est effectivement un acteur souvent dominant, mais si la Chine a de l'exploitation minière, je pense que c'est majoritairement pour ses propres besoins. Par contre, là où la Chine a un rôle important, c'est qu'elle capte les ressources de pas mal de pays que je viens de mentionner. Donc les productions d'Australie, du Congo, de l'Afrique du Sud et même du Chili passent par la Chine avant d'arriver chez nous. Donc Philippe Liéreau, on l'entend, il y a beaucoup de production en dehors de l'Europe. L'Europe devient, si je peux le comprendre, dépendante en fait de matières à importer. Est-ce que l'Europe est capable de réduire sa dépendance aux importations des ressources critiques ? Il faut définir ce qu'est sa dépendance en termes de ressources critiques. Je pense que ce qu'on voit beaucoup dans l'actualité, c'est les métaux qui font partie de nos applications modernes, si je puis dire, les smartphones, les télévisions, par extension, tout ce qui est lié à la transition énergétique avec les véhicules électriques, etc., les éoliennes. Et donc là, il n'y a pas ces ressources critiques sur notre territoire. Donc on doit les importer. Maintenant, on en consomme de plus en plus. Donc cette tendance, on l'observe au niveau de la Belgique, mais au niveau du monde. Et on se rend compte qu'on ne sera pas capable, uniquement avec les mines ou le recyclage, à court terme, de faire face à ces augmentations d'utilisation. Donc je pense que la clé, c'est de jouer sur les 3 volets en même temps, c'est-à-dire activer l'exploration et l'extraction minière. Si on ne sait pas le faire sur le sol européen, avec les accords stratégiques dont on a parlé Marina, activer des liens et des flux de matière qui peuvent aller de ces régions vers les nôtres. Le deuxième, c'est le recyclage. Là, on a quand même une carte à jouer parce qu'on a un bon score en recyclage, je vais dire, en termes de capture de flux et de techniques de recyclage. Et puis le troisième, c'est essayer de consommer moins, tout simplement. Consommer moins en faisant vivre les produits plus longtemps, en les remanufacturant, en essayant d'en extraire le maximum de métaux, mais surtout d'essayer de moins consommer. Donc en jouant sur ces 3 leviers, je crois qu'on pourra réduire notre dépendance. Marina, on parle d'exploration, d'exploitation, de recyclage. L'Union européenne a adopté en mars 2024 ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act. Quels sont les objectifs de cette loi, de cet acte, de cette liste, de ce qui a été décidé au niveau européen ? Alors, les objectifs majeurs, ça va être des objectifs stratégiques, de pouvoir être autonome ou en tout cas moins dépendant des pays qui nous fournissent actuellement en fait en raw material et en raw material critique. Donc, il y a une liste de 34 éléments pour les critiques et dans ces critiques, il y en a 17 qui sont stratégiques. Donc, on veut absolument réduire la dépendance des autres fournisseurs en fait pour essayer de nous avoir une souveraineté. Avoir aussi une industrie qui a un approvisionnement stable, donc aussi garantir une compétitivité au niveau industriel, soutenir la transition énergétique, bien sûr, et aussi avoir une extraction qui soit la plus durable possible. C'est pour ça qu'on allie à la fois de l'exploration jusqu'au recyclage dans le Critical Raw Material Act. J'ai oublié de mentionner que par rapport à cette liste d'éléments critiques, cette liste évolue constamment. Donc depuis le début qu'on l'a établie, aujourd'hui on arrive à 34 Critical Raw Material. C'était pas le cas avant. Et il y a un projet qui s'appelle Screen 3. Actuellement, on en est au 3e, qui remet à jour des fiches par élément, indiquant aussi par rapport à des données économiques, à des données géologiques, notre dépendance et à quel point il faudrait agir sur ces éléments-là. Donc dans cette liste, on parle de matériaux critiques stratégiques. Vous avez dit qu'il y en a 17 pour le moment, puisque je comprends bien que malheureusement cette liste évolue, comme les problèmes au niveau de la biodiversité, on en est à la même chose par rapport aux ressources minières, malheureusement. Vous pourriez nous en citer quelques-uns qui parlent plus que d'autres ? Oui, par exemple, il y aura le cuivre. Donc le cuivre, vous en avez connaissance parce que vous l'utilisez pour votre plomberie, par exemple, ou pour l'électricité. On a aussi le nickel.
dont je parlais par rapport à la Nouvelle-Calédonie, qui est un des grands fournisseurs mondiaux, et le lithium. Donc ça, le lithium, je pense que maintenant tout le monde est au courant de à quoi il sert. Donc par exemple, par rapport aux batteries. Donc il est important de pouvoir avoir des batteries au lithium qui permettent en fait d'avoir des véhicules autonomes, ou en tout cas des véhicules électriques pour la transition énergétique, par rapport à nos smartphones, à ce genre d'équipement aussi. Et voilà, du coup, on a besoin de ces éléments stratégiques pour pouvoir continuer à assurer notre défense au niveau, on va dire, européen, ou aussi dans nos technologies que nous utilisons au quotidien, ou aussi au niveau des satellites et ce genre d'éléments. Donc, par rapport aux programmes d'exploration nationaux dans le Critical Raw Material Act, j'aimerais ajouter que, par exemple, à l'EuroGeoSurvey, nous avons 37 services géologiques européens qui vont travailler sur cette question, parce que dans l'acte, il est clairement écrit que les services géologiques nationaux doivent prendre en charge cet inventaire minier. En fait, ça sera un genre d'inventaire minier. Ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir des mines derrière, ça veut juste dire qu'on doit faire une exploration de nos territoires pour savoir qu'est-ce qu'on a sous notre sous-sol. Et ceci n'a pas été fait pour la plupart des pays depuis au moins les années 80. Et pour certains, ça n'a jamais été fait. Donc ça va demander des investissements assez conséquents. Il y a un projet déjà qui est le JSEU projet. Donc JSEU, c'est en anglais, mais c'est GSEU. Donc vous pouvez aussi le trouver sur le site de l'EuroGeoSurvey, qui est mené par l'EuroGeoSurvey, qui rassemble beaucoup de pays européens et qui travaille sur les raw materials, sur un des work packages, dont un des délivrables est de créer des cartes avec par pays les occurrences qu'on connaît, ou aussi d'un point de vue européen, parce que c'est vrai que souvent chaque pays a une connaissance de son sous-sol, mais en fait on s'aperçoit que quand on essaie d'avoir une carte avec tous les pays et toutes les données en fait qu'on a déjà, au final on n'a pas ce genre de document. Donc il y a des projets européens qui travaillent aussi sur ce genre de sujet, et après basé sur ce qu'on connaît déjà aussi, les programmes d'exploration nationaux pourront aller plus loin. Voilà, je vais rebondir là-dessus pour dire que la Belgique fait partie de ces pays qui n'ont jamais été sérieusement explorés. En fait, on n'a fait que gratter la surface, exploiter ce qui était visible en surface. Et donc, je dis toujours que, voilà, 200 mètres ou 300 mètres d'ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, ça mériterait de faire cet effort. Maintenant, on est en Belgique, donc quand on parle de service géologique national, les choses deviennent un peu compliquées, puisque nous avons mis notre service géologique national au musée des sciences naturelles en l'occurrence, et que nous n'avons pas tout à fait l'équivalent de services géologiques régionaux, ou en tout cas, nous n'avons pas de service qui est, par exemple, sous l'égide d'un ministère de l'économie, ce qui ferait sens dans ce cas-ci. Donc, il y a un vrai effort à faire du côté politique dans notre petite Belgique pour répondre à la demande de l'Europe. Donc Éric Pirard, on parle maintenant de recyclage de ces matières. Comment les stratégies de circularité et de recyclage peuvent-elles compléter les efforts d'extraction locale en Europe ? Donc ça a été dit, il n'y a pas d'économie circulaire sans exploitation minière, sans recyclage bien sûr, et sans changement de comportement de consommation, c'est ralentir la boucle de la consommation. Clairement, c'est trois leviers d'action. Donc exploiter les ressources, changer nos modes de consommation et favoriser le recyclage. Alors en Europe, on est très bien placé pour être des pionniers du recyclage, puisque quelque part on croule sous les déchets, on est un peu les premiers à se trouver confrontés à des tels volumes de déchets, à ne pas savoir qu'en faire. Et donc c'est ça qui a stimulé l'innovation dans nos régions. On doit continuer à développer ce recyclage, être des innovateurs, à développer des technologies qu'ensuite on pourra peut-être exporter ou proposer ailleurs. Ceci étant dit, recycler les métaux, ce n'est qu'une fraction de nos besoins, clairement, pour des métaux aussi importants que le fer et le cuivre, ça peut représenter peut-être 30%, 40% peut-être demain, peut-être même un peu plus si on s'organise très très bien. Mais pour un grand nombre de métaux, notamment tous ces métaux de l'électronique, le recyclage ne va quasiment pas pouvoir contribuer parce que ces métaux étaient peu utilisés dans le passé et aussi parce que ces métaux sont extrêmement difficiles à récupérer et certainement ne sont pas récupérables de manière économique. C'est un autre élément que je voudrais bien aussi souligner. Il ne faut pas croire que le recyclage est à ce point intéressant. Souvent, il est bien plus intéressant d'aller chercher un métal dans le sous-sol plutôt que d'essayer de le récupérer au départ de nos déchets. Est-ce qu'elle peut vraiment atteindre, l'Europe, ses objectifs d'autonomie en matière de ressources d'ici 2030, vous pensez ? Non. Jamais. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés dans le Critical Raw Materials Act. Ceci étant dit, il y a acte, pour une fois, il y a acte dans cette loi. D'abord, c'est une obligation de loi, donc chaque État va devoir répondre à cette demande de l'Europe et il s'agit d'agir. En fait, ça fait une dizaine d'années que l'on a ces listes de métaux critiques et qu'on en parle dans toute une série de sommets européens. On n'a pas encore beaucoup bougé.
La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ça devrait commencer à bouger, mais me dire qu'on sera prêt en 2030, non, nous ne le serons pas. Nous serons toujours aussi dépendants que nous le sommes aujourd'hui. Et c'est donc une assez mauvaise nouvelle si le monde se polarise et que les relations avec certains blocs deviennent difficiles. Philippe Jarraud, y aurait-il des modèles d'économie circulaire qui pourraient être répliqués pour réduire cette pression mondiale sur l'extraction ? Oui, certainement. Et je crois qu'encore une fois, en Europe, on est bien placé pour ça. Je pense qu'un premier levier, c'est faire des produits qui durent plus longtemps. S'ils durent plus longtemps, on a besoin d'extraire moins de matière par unité d'utilisation. Qui durent plus longtemps, ça veut dire notamment qu'ils soient plus solides, mais qu'on puisse les réparer plus facilement aussi. Un deuxième levier, c'est qu'ils se recyclent mieux. Parce que ce n'est pas toujours facile de tout recycler. Comme Eric l'a mentionné, il y a quand même pas mal de métaux qui sont perdus dans le meilleur des cas et avec les meilleures techniques. Donc, je pense qu'il faut essayer peut-être de concevoir des choses avec moins de matériaux différents. C'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités très spécifiques qui demandent des assemblages de métaux absolument extraordinaires. Et puis aussi des produits moins complexes. Je pense qu'il y a des associations qui... Je reprends l'exemple d'Eric avec le bon vieux tuyau de cuivre dans nos maisons. C'est un bon vieux tuyau de cuivre, c'est que du cuivre. Quand on démonte la maison, on enlève le tuyau et c'est bon, on peut le recycler en cuivre. Un troisième levier, je crois que c'est une acceptation de la part des consommateurs. Aussi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Je faisais une conférence il y a environ 2 ans et demi dans le cadre d'un projet qui s'appelait Life Place Plus. Et il y avait une entreprise qui est l'entreprise Legrand. C'est un gros groupe industriel français qui est actif donc, dans tout ce qui est les installations électriques. Et en fait, dans leur logo, il y a un rouge qui est très spécifique, une espèce de carré rouge, et c'est écrit Legrand en blanc dedans. Et ils s'étaient fixé un objectif, en fait, de 15% de matière plastique recyclée, introduite dans leurs nouveaux produits. Et donc, il n'y avait aucun problème technique, aucun problème d'approvisionnement. Le problème auquel ils se sont confrontés, c'est un problème d'esthétique. Parce que les designers n'ont pas été capables d'assurer une stabilité du rouge dans le temps avec les flux entrants de matière recyclée. Et donc, il y a une décision, je vais dire, corporate, stratégique, qui a été prise de se dire « Ok, on accepte que le râle de notre rouge varie un petit peu dans le temps. Et on pense que les consommateurs vont l'accepter, c'est le prix à payer pour une économie plus circulaire. » Un autre exemple récent que j'ai entendu, vous savez que maintenant on essaye de recycler les matelas et de donner une seconde vie aux matelas. Et il y a un peu une objection, évidemment. Je ne veux pas acheter un matelas usagé. Et alors la personne qui voulait fournir ce service a dit à l'objectant: oui, mais quand vous allez dans un hôtel, vous dormez quand même sur le matelas de quelqu'un d'autre. Alors, au début d'émission, Marina Kabidosh, vous parliez d'enjeux géopolitiques. On comprend qu'ils sont également environnementaux. Est-ce que les normes environnementales et sociétales mises en place par l'Union européenne constituent un frein ou un levier, selon vous, pour l'exploitation locale, en fait ? Je pense que c'est les deux, en fait, dans le sens où la première, ça peut être effectivement une contrainte supplémentaire quand on voit que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous avez la possibilité d'exploiter sans vous préoccuper de l'après-mine ou des contraintes environnementales avant d'ouvrir votre mine, pendant l'exploitation et après, forcément, ça engendre des coûts supplémentaires, des choses comme ça, que les exploitants peuvent effectivement trouver pas gênantes, mais comme un frein. Alors que d'un autre côté, ça va aussi motiver à faire de l'innovation, de la recherche, à innover dans nos techniques pour diminuer les impacts environnementaux, pour faire une production qui est pas à 0% au niveau impact environnemental, parce que ça, c'est quasiment impossible. Je veux dire, toute activité humaine a un impact, mais en tout cas, le diminuer au maximum afin de garantir une durabilité dans nos activités et aussi pour notre environnement. Personne n'a envie de voir l'environnement détruit et de vivre dans un environnement pollué. Éric Pirard, au niveau maintenant des enjeux, si on peut parler des enjeux géopolitiques, selon vous, quelle dynamique géopolitique influence le secteur ? Et donc, il faut bien rappeler que la question des métaux critiques est avant tout une question géopolitique. C'est parce que nous dépendons d'autres régions du globe que nous parlons maintenant de métaux critiques. Ces métaux critiques existent dans le sous-sol. Donc, à nous de décider si on veut aller les chercher ou pas. Donc, ce sera une décision politique de décider d'aller dans le sous-sol européen chercher les métaux
dont on a besoin. Et je crains que ces décisions politiques ne doivent passer en force parce qu'il y a beaucoup d'opposition sociétale, souvent tout à fait irraisonnée, mais bon, c'est un vrai problème de société que de pouvoir ouvrir une mine. Donc, je pense que ces décisions-là devront être prises et pour le reste, les dynamiques sont au niveau technologique. Je crois que si l'Europe veut rouvrir des mines, elle va évidemment devoir être extrêmement innovante. Je prends souvent l'exemple de la mine invisible. J'exagère un petit peu, mais je crois que l'idée est très claire. Demain, on n'en verra plus des hommes sous terre, on n'en verra que des robots. Donc, c'est un très beau défi pour l'humanité de construire ces robots, d'essayer de les faire progresser sous terre de manière autonome, de le faire en n'ayant presque pas d'impact en surface, donc presque pas de visibilité de l'opération en surface, et de le faire si possible dans des régions, y compris densément peuplées, puisque c'est ça le défi de l'Europe, ce sont des régions qui sont souvent densément peuplées, donc aller sous nos pieds chercher les ressources en essayant d'avoir le moins d'impact possible en surface, c'est un très beau défi pour des ingénieurs de demain. Marina Kabidosh, on parle justement de nouvelles technologies. Comment, selon vous, ces nouvelles technologies vont façonner l'avenir des ressources minières ? Si je peux me permettre, elles le font déjà, en fait. Donc, on le voit par rapport à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée dans la robotique et aussi dans l'amélioration des process. On a aussi tout ce qui est automatisation. Donc, comme le disait Eric, la mine du futur est celle qu'on ne voit pas. Mais en fait, il y a déjà des exemples, notamment en Finlande, en Suède, des compagnies minières qui emploient au final des robots pour aller dans les tâches les plus difficiles, on va dire, de minage notamment. Donc, au final, vous n'avez plus d'humains au centre des galeries comme on peut l'avoir en mémoire quand on lit Germinal ou ce genre de livres, en fait, dont on a gardé en tête les images fortes de ces gens qui allaient à la mine et qui en revenaient des fois complètement détruits. On n'a plus cet aspect-là aujourd'hui, ou très peu en tout cas dans ce genre de mine. Je ne dis pas que toutes les mines sont parfaites, mais en tout cas, il y a des exemples aujourd'hui qui prouvent que la technologie peut aider. Et l'opérateur se retrouve complètement en dehors des galeries, dans une chambre comme notre studio d'enregistrement ici, avec des joysticks à gérer sur écran en fait, des opérations de minage ou de forage qui ont lieu à plusieurs centaines de mètres plus loin, sous terre, sans même être sur place, en fait. En étant à distance. Donc, pour la sécurité, pour l'environnement, pour plein de choses, l'innovation technologique est déjà en cours. Et je pense que les nouvelles générations et aussi la population globale devraient connaître ce genre d'images et non pas juste les vieilles images de l'exploitation du charbon dans les puits de mine du siècle dernier. Oui, donc ici on parle d'une image mondiale, mais de ce que j'entends et de ce que je pense comprendre, on parle ici beaucoup de pays développés qui bénéficient justement de ces nouvelles technologies. Éric Pirard, vous pensez que les pays en développement pourraient bénéficier aussi de ces pratiques de plus en plus responsables ? Je pense que dans beaucoup de pays qu'on qualifie peut-être encore de pays en développement, bien que ça change, dans beaucoup de ces pays-là, il y a des opérations minières tout à fait responsables. Tout, c'est de savoir qui les mène. Donc, je pense qu'on a une image un peu fausse ou un peu exagérée de ce qui se passe dans des régions comme l'Afrique centrale. On pense que c'est beaucoup de l'artisanat minier, on pense que c'est du travail des enfants. Bien sûr, ça existe, mais en termes de quantité de matière extraite, ce sont avant tout des opérations minières assez modernes qui sont à l'œuvre. Et donc, il n'y a aucune raison que les sociétés minières responsables qui œuvrent dans ces pays-là n'utilisent pas les meilleures technologies disponibles. Ceci étant, j'enchaîne tout de suite en disant qu'il est dommage que, par exemple, au Congo, on ait laissé le terrain libre à des sociétés principalement chinoises qui n'ont peut-être pas la même exigence en termes de bonnes pratiques. Philippe Diarot, qu'est-ce que peut faire le citoyen, en fait, pour soutenir une gestion durable des ressources minières ? Que pouvons-nous faire au jour le jour? La première chose, c'est consommer moins. Après, c'est difficile puisqu'on est dans une spirale où on a de plus en plus de produits, de plus en plus complexes. Je regardais ce matin des recherches qu'on fait au niveau des métaux qu'on trouve dans l'industrie médicale, dans tout ce qui est les appareils à résonance magnétique. Je crois que tout le tableau de Mendeleïev y est. Un appareil de résonance magnétique, ça pèse entre 7 et 15 tonnes. C'est incroyablement complexe et c'est pas simplement au niveau des pièces qui sont lourdes et qui contiennent beaucoup de matière. C'est parfois une très petite pièce avec un tout petit élément et il manque celui-là et on peut pas utiliser l'appareil. Donc on prend tout ça pour acquis et aujourd'hui on oublie en fait que c'est extrêmement complexe.
on est un peu perturbé quand tout d'un coup, pendant 3 minutes, on est dans une zone sans Wi-Fi, mais on ne se rend pas compte de la complexité chimique, physique, informatique de nos GSM. Donc, l'autre aspect, au-delà de réduire notre consommation, c'est l'éducation, parce que les gens ne savent pas. Les gens prennent pour acquis, et en fait, on a énormément de science dans les mains, dans son GSM, dans sa voiture, et les sciences ont moins la cote aujourd'hui. C'est difficile de former des scientifiques. Il y a peut-être moins de vocation, peut-être que les métiers sont moins attractifs, mais je pense que si on se penche et qu'on s'émerveille de la complexité chimique, physique et numérique d'un GSM, on sera plus respectueux. Bien, merci à tous les trois pour cette discussion enrichissante et l'apport de votre point de vue sur ce sujet sensible. J'espère en tout cas que nos auditeurs et auditrices se verront un peu plus sensibilisés aux enjeux géopolitiques dans la compétition mondiale pour les ressources minières. Vous écoutiez un épisode du podcast Réflexion, une série proposée par le service de communication de l'Université de Liège. Retrouvez l'ensemble des podcasts de l'Université de Liège sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. Vous avez une question, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un email à l'adresse diffusion@uliege.be. À bientôt!